Mon dernier souvenir du Cambodge, c'était en décembre 2019. Je m'y étais rendue pour un des plus grands événements sportifs de la région, le semi-marathon d'Angkor Wat. Courir dans l'enceinte d'une des 7 merveilles du monde restera une expérience physique et émotionnelle inoubliable. Elle inspirera un texte que j'écrirai 2 ans plus tard et qui fera l'objet d'une création sonore avec Benjamin Pham, Angkor Wat, la richesse d'un héritage. L'épisode le plus intime pour moi de la collection Banh Mi Sounds. La saison 3 de Banh Mi Podcast est rythmée par différents entretiens et interviews qui nourrissent ma curiosité sur mes racines cambodgiennes. Sok Vissal, producteur et pionnier du hip-hop cambodgien, Denis Do, auteur et réalisateur du film d'animation Funan, Nikru Vuansavai, danseuse étoile du ballet royal khmer, ou dernièrement ma rencontre avec le pionnier des récits cinématographiques sur la guerre du Cambodge et réalisateur du film Rendez-vous avec Pol Pot, Ritipan. Août 2024, me voilà de retour dans le pays de mes racines, ce pays qu'on appelait autrefois la perle du sud-est asiatique, et je propose un événement inédit, le premier enregistrement de podcast au Cambodge avec un public et rencontrer les auditeurs et auditrices Banh Mi qui habitent là-bas. C'est avec une très grande fierté et beaucoup de reconnaissance que je vous présente ce hors-série Back to the Roots au Cambodge. Banh Mi, c'est le podcast qui explore le mélange des cultures occidentales et asiatiques. Banh Mi Podcast se déguste sur le pouce, entre amis ou en famille, à toute heure de la journée pour partager un bon moment et échanger sur des parcours de vie inspirants liés à l'Asie. Banh Mi est un podcast créé et réalisé par Linda Nguyen et je vous retrouve un dimanche sur 2 pour un nouvel épisode. Pose-toi avec moi et écoute ce que je t'ai préparé. Nous avons eu un petit problème de son le jour de l'enregistrement pour la présentation de l'événement et des invités. Je vais donc vous présenter cet épisode inédit. Back to the Roots, retour aux racines, pourquoi ? Parce que j'ai voulu m'intéresser à ces Français d'origine asiatique qui sont retournés dans le pays de leurs racines pour créer, entreprendre, poursuivre leur carrière professionnelle. Je vous propose donc la première table ronde inédite au Cambodge pour Banh Mi et mes invités viendront répondre à la question « Comment et pourquoi les Français d'origine cambodgienne sont revenus vivre au Cambodge ? En quoi le pays de leurs origines joue un rôle primordial pour créer, entreprendre et nourrir des ponts entre le Cambodge et la France ?» Donc mes invités sont Adana Mamlegro, qui est une artiviste franco-cambodgienne, peintre et réalisatrice, fondatrice de 8A Creative et Generation C. Elle a débuté sa carrière avec une première exposition à New York en 2019, suivie de 13 expositions internationales. Ses œuvres ont été vendues au profit d'ONG cambodgiennes, récoltant jusqu'à 150 000 $ pour des organisations psychosociales. Tiffany Dosh, directrice artistique et cofondatrice de Revivre Studio. En 2021, elle quitte Paris pour une nouvelle aventure au Cambodge. En 2022, elle fonde Revivre Studio à Phnom Penh avec l'ambition de mettre en avant la mode cambodgienne et le savoir-faire local. Fonky, artiste cambodgien-canadien-français qui a grandi à Montréal et né en 1990 à Paris de parents réfugiés khmers. En 2005, Fonky commence à faire du graffiti et à peindre. Sa triple identité, accompagnée du langage universel de l'art, lui fait découvrir le monde. Aujourd'hui, il est conservateur et propriétaire de la FT Gallery à Factory Phnom Penh et fondateur du festival Murals for Cambodia. Son équipe et lui ont pour mission de soutenir les nouveaux talents cambodgiens et de favoriser la réputation internationale de Phnom Penh en tant que pôle culturel dynamique en Asie du Sud-Est. David Chou, qui est réalisateur et producteur franco-cambodgien basé entre Paris et Phnom Penh. Ses œuvres cinématographiques sont sélectionnées dans de nombreux festivals en France et à l'international. Cambodia 2099, sorti en 2014 à la quinzaine des cinéastes à Cannes, Diamond Island en 2017, qui reçoit le prix de la SACD, à la Semaine de la critique à Cannes, et dernièrement Retour à Séoul en 2022, sélectionné à Un certain regard à Cannes. En parallèle de sa carrière de réalisateur, David Chou cofonde en 2009 la société de production française Vicky Films et en 2015 la société de production cambodgienne Anti-Archive, cette dernière soutenant l'émergence d'une nouvelle génération de cinéastes cambodgiens. Je laisse donc à présent mes invités répondre aux questions. Bonne écoute,
à toutes et à tous. Alors Vanda était l'invitée de la cérémonie de clôture des JO et a créé la surprise pour toute la diaspora cambodgienne du monde entier. Ma première question, c'est en quoi pensez-vous que le Cambodge peut surprendre le monde et qu'est-ce qui fait que vous avez choisi d'être au Cambodge pour créer? Francky, je te laisse répondre en premier. Mince, j'ai raté le début. J'ai eu un déficit d'attention parce que j'ai entendu un son dans le coin. Oh, tu peux répéter la question, excuse-moi. Alors, Vanda a créé la surprise pour la cérémonie de clôture des JO. Ma question, c'est en quoi tu penses que le Cambodge peut surprendre le monde et qu'est-ce qui fait que tu as choisi d'être au Cambodge pour créer, pour continuer à créer? Donc déjà, pour surprendre le monde, déjà, je pense moi, je viens depuis tout petit, mais depuis 2012 en faisant des projets ici. Et je pense qu'il y a, depuis une dizaine d'années, tout est à surprendre. Parce qu'avant, le narratif, c'était toujours le même narratif qu'on entendait en étant cambodgien. D'ailleurs, c'était soit on ne sait pas, moi, à Montréal, on me disait « Ah, c'est où, en Afrique ?» Ou bien on parlait des Khmers rouges, ou bien on parlait d'Angkor Wat. Et donc maintenant, avec toute cette renaissance, ces différents métiers d'art ou autres, ou différents milieux, à chaque fois qu'il y a une nouvelle positive, ça fait rayonner le Cambodge et tout le monde est content ici. Et donc Vanda, par exemple, aux Olympiques, c'est « Ah, mais c'est où le Cambodge? Non, c'est pas un Coréen, c'est un Cambodgien. » Donc c'est un des exemples. Donc ce n'est que le début. Et puis il y a plein de choses pour nous surprendre nous-mêmes, se redécouvrir. Et puis après faire rayonner le Cambodge et surprendre la planète, quoi. Et pour répondre à ta question, pourquoi je suis revenu, moi je viens ici depuis que j'ai 4 ans, je suis chanceux, j'ai mes parents, j'ai baigné dans la culture khmer, tout comme dans la culture française ou canadienne, culture du monde du coup, de Montréal. Et disons, en 2012, c'est là où je suis venu vraiment avec une intention. Moi, mon identité, on va dire, elle s'est forgée de manière internationale, mais à travers le graffiti, à travers la culture de rue. Et en 2012, je suis venu juste avec l'intention de peindre, mais de ne pas faire ce qui se faisait en Amérique du Nord et de moins mixer, puiser dans mes origines et à une esthétique qui venait d'Angkor. Et rencontrer les gens, quoi. C'était mon outil pour rencontrer les gens. Donc c'est venu d'une petite intention. Et après, petit à petit, je voulais juste peindre. Donc je skippais les hivers, je venais peindre là, je continuais à Montréal. Et puis j'ai été pris par une vague où je voyais Dave Ichou en 2011, juste avant de venir, qui était venu montrer un film sur le Cambodge. Après je viens ici, on me dit « Ah, tu peins, rencontre Vissal de Clap Your Hands. Quoi, il y a du rap cambodgien? Ah, il y a du pop. » Donc j'étais là, wow, incroyable. Donc je revenais non-stop et puis j'ai pas décidé. J'ai dit à mes parents « Vous m'avez bien eu » parce que moi je voulais juste peindre et être dans la rue. Puis là j'ai vu l'importance de l'art et la contribution en tant que... ton rôle en tant que l'outil de l'outil, quoi, en tant que peintre ou graffeur ou à travers des projets documentaires qu'on faisait. Donc ça s'est fait graduellement. Voilà, et là on est là, assis confortablement tous ensemble. Vous pouvez vous asseoir hein, dans le fond si vous voulez. Voilà. Toi, Adana, c'est un peu différent parce que tu es né, enfin tu as grandi plutôt au Cambodge. Qu'est-ce qui te pousse, qu'est-ce qui t'inspire pour créer en fait dans le pays de tes origines? Alors oui, donc moi je suis née en Thaïlande, mais je suis juste née. Et on m'a ramenée au Cambodge. Et j'ai grandi à Phnom Penh toute ma vie jusqu'à mes 18 ans. Et je suis ensuite partie en France. Donc c'est seulement en partant en fait qu'on réalise d'où on vient. C'est bête, mais c'est comme ça. Et comme je suis métisse, en grandissant au Cambodge, c'était pas facile parce que j'ai pas la même tête d'une Cambodgienne. Et bien sûr, quand je parlais, j'avais un accent français. Pourquoi? Je ne sais pas. Je pense qu'il y avait un petit refus, en fait, enfin un grand refus du Cambodge. Parce que je n'étais pas acceptée. Et c'est en partant où je me suis dit, effectivement, c'est quoi mes racines? Je suis plus khmer que française, en fait, culturellement, mais j'ai grandi ici, mais j'ai jamais accepté. Et ce qui m'a vraiment, en fait, donné cette envie de créer, bon, c'est une maladie. La maladie m'a permis de créer. C'est en se confrontant à la mort qu'on se cherche vraiment. Et c'est là où je suis revenue au Cambodge. Et qu'est-ce qui m'inspire, je pense? J'ai grandi dans un environnement où mes parents, ils ont dédié leur vie pour se battre contre le trafic des femmes et des enfants en Asie. Donc mes parents, en fait, ont dédié leur vie pour une cause qui est excessivement importante. Et c'est les femmes que j'ai vues défiler dans les centres. C'est ces enfants que j'ai vus avec un regard
de haine, de tristesse, de peur, mais malgré tout ça, cette force à vouloir juste survivre, à surpasser, à surmonter, à continuer à vouloir se battre pour avoir une vie normale alors qu'ils ont eu une vie excessivement traumatisée. Mais c'est ça qui m'a donné envie de créer. Je pense que pas créer, ça m'a inspirée. Et en fait, je pense à travers mon art, j'essaye tout simplement d'exorciser ce que le peuple a vécu, ce que ces femmes ont vécu. Donc en fait, mon art est très personnel, très psy. C'est que de la psy. Donc voilà, c'est ça, cette histoire-là qui m'a donné envie de créer. Je pense que c'est juste d'extérioriser, comme tous les artistes, je pense. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, mais voilà. Tiffany, toi, ça fait que depuis quelques années que tu es là. Qu'est-ce qui t'a donné envie de fonder Revivre? Pourquoi tu l'as appelé comme ça déjà? Et qu'est-ce qui t'inspire le plus au Cambodge pour être directrice artistique du coup dans la mode? Du coup, alors moi je suis arrivée au Cambodge en 2021. Donc j'ai quitté la France pendant le Covid. Et il y avait aussi encore un confinement qui se passait en France, etc. Et en fait, je pense que c'est le Covid qui m'a dit, en fait, vraiment, on n'a pas le temps, en fait, parce que je réfléchissais énormément à vouloir aller au Cambodge et ouvrir ma marque. Et je l'ai jamais fait parce que je pense que j'avais peur déjà j'avais peur d'entreprendre dans la vie, je pense, d'être à la tête d'une marque, d'une entreprise, des employés, c'est assez compliqué. J'étais jeune, j'avais 23 ans et en fait le Covid ça m'a rappelé que tout peut arriver en fait. Et mes deux parents justement avaient eu le Covid à ce moment-là. Et moi j'ai décidé de partir parce que je me suis dit mes parents ont eu le Covid, ils ont failli en mourir justement et je me suis dit c'est maintenant ou jamais quoi. Donc c'est pour ça que j'ai décidé d'y aller maintenant parce que ça a toujours été mon but premier d'ouvrir ma marque. Et c'était juste le coup d'électricité qui m'a dit allez c'est parti, on y va. Et je l'ai fait aussi parce que je pense que c'était pour reconnecter avec le pays de mes parents, qui eux aussi ont vécu les Khmers rouges et qui eux ne veulent pas revenir forcément au Cambodge. Et ils n'avaient pas vraiment compris ma décision au final. C'est un peu douloureux pour les parents de voir leurs enfants revenir dans un pays qui les a traumatisés. Donc c'est pour ça que, je sais pas, je pense que je voulais terminer quelque chose que mes parents n'ont pas fini au Cambodge. Et pour moi, c'était un nouveau chapitre à écrire dans la mode, parce que la mode n'est pas encore quelque chose qui est établi au Cambodge. Et c'est pour ça que j'ai décidé de vouloir être un des piliers au Cambodge, avec toute l'éducation que j'ai eue en France, qui est quand même quelque chose de privilégié pour moi, je pense. D'origine cambodgienne, je me suis dit, j'aimerais bien quand même peut-être éduquer en fait le peuple et aussi les aider vers le haut dans un domaine qui me tient à cœur, qui est la mode. Et mes inspirations et pourquoi revivre, c'est parce qu'en fait, je voulais revivre en fait une nouvelle vie. Et c'était pendant le Covid, je cherchais un nom pour ma marque. Et on a eu un confinement au Cambodge de 2 semaines. Et moi, j'en avais eu 3-4 déjà en France. Donc, je me suis dit, non, moi, je suis venue au Cambodge pour revivre. Donc, pourquoi je me tape encore un confinement? Et c'est là où, en fait, ça fait déclic. Et je me suis dit, je vais l'appeler comme ça, en fait, parce que ça fait sens avec ce que je veux faire revivre. Des passés, des cultures oubliées au Cambodge. Donc, ça fait sens, en fait, avec ce que je voulais dire dans ma marque, quoi. Voilà. Merci Tiffany. Toi Davy, on en parlait tout à l'heure du coup avant ce podcast. Tu as eu du mal à te dire que tu étais basée à Phnom Penh. Pourquoi? Et qu'est-ce qui fait que aujourd'hui le pays ou cette ville t'inspire pour tes films ou pour pousser les gens à écrire des films? Je vais répondre à la question, mais je veux juste dire 2 trucs avant auxquels j'ai pensé pendant les premières réponses. La première, déjà dire que je suis hyper content de faire Bad Me Media, de faire le panel aujourd'hui. On avait essayé de faire des trucs ensemble depuis un moment et on avait, pour diverses raisons, on n'avait pas réussi, mais je suis hyper fier de le faire. Aussi dire que Bad Me Media, vraiment, c'est l'un des espaces principaux que tu as créé
où on peut parler de l'expérience d'Asiatique de France, qui est devenue une référence en quelques années, et où on prend vraiment le temps de raconter nos expériences, et il n'y en a pas beaucoup comme ça, donc vraiment chapeau pour ce que tu fais. Et du coup, en écoutant le podcast, j'ai découvert récemment que tu étais cambodgienne aussi, ce que je ne savais pas au départ, donc c'est cool de faire ça ici. Le deuxième truc, c'était par rapport à Vanda. Je voulais juste partager le fait aussi de la sidération. Donc du coup, la cérémonie, c'était la cérémonie de clôture, c'était la nuit pour nous. Donc je me suis réveillé le matin et je reçois des textos d'un ami de France qui me dit il y a le rappeur cambodgien le plus connu qui est passé à la cérémonie. Et je dis c'est une blague, tu vois. Je dis c'est une blague. Il dit non, c'est vrai, je check, c'est vrai. Et le sentiment d'émotion que j'ai eu quand j'ai vu ça, il était particulier parce que j'ai pas vécu le regain de fierté nationale que beaucoup de mes amis français vont partager, avoir ressenti, parce que j'ai pas trop suivi, etc. J'étais pas trop dedans et j'étais occupé. Et là, juste de voir quelques secondes de Vanda, là comme ça, aux Jeux Olympiques à la cérémonie de fermeture, ça m'a fait limite les larmes aux yeux. Et là, je me suis dit tiens, qu'est-ce que ça raconte de ton identité, pardon. Et je me dis, bon, j'ai pris du recul et je fais, non, c'est juste aussi l'image du petit pousset, du petit pays qu'on n'attend pas et qui tout d'un coup arrive là sur la carte et tout le monde se demande ce que c'est. Et je pense que ça répond à la première question sur comment le Cambodge peut surprendre. Je pense que l'exemple de Vanda, il est vraiment très fort. Ça veut dire il surprend parce qu'on ne l'attend pas du tout et que du coup, parce qu'on ne l'attend pas, il peut créer la surprise, quoi. Et ça, c'était juste partager ça. Et sur ta question... Ouais, c'est vrai, je pense que j'ai eu une part de déni un peu pendant des années où je passais beaucoup de mon temps ici. Je pense à peu près plus de 50% de mon temps au Cambodge depuis 2009. Je suis venu la première fois, je me suis installé la première fois en 2009, j'avais 25 ans. Où quand les gens me disaient t'habites au Cambodge, je disais non, j'habite pas au Cambodge, je fais des projets là-bas. Mais depuis 2014, j'ai plus d'adresse à Paris et j'avais juste uniquement un loyer ici au Cambodge. Mais je pense que c'était une manière parce que je me suis rappelé, je pense... Au début, quand j'ai construit le projet de venir ici en me disant ça va durer 6 mois, 8 mois, peut-être 1 an, et dans ma tête c'était clair que j'allais revenir ensuite en France et reprendre le cours des films que je voulais faire en France. À l'époque, j'hésitais entre être producteur ou réalisateur, mais dans ma tête c'était je vais voir le pays de mes parents, j'ai un projet, je vais faire un truc et après je reprends le cours de ma vie. Et les choses sont passées comme ça, mais aussi je me rappelle de mes amis qui me disaient tu fais ton retour à Racine avant que je vienne ici. Et je refusais vachement cette étiquette-là, et c'est marrant parce que là le panel s'appelle Back to the Roots. Mais parce que mais ça me dérangeait, parce que j'ai dit mais non, c'est pas un retour à la sienne, parce que j'aimais pas qu'on me mette dans une case comme si les gens ils savaient déjà ce que j'allais faire, comme si je rentrais tout d'un coup dans un chemin déjà préétabli. Et il y avait un truc qui intuitivement me dérangeait par rapport à ça. Et je pense que ça m'a poursuivi où j'avais une part de déni où je disais non, j'habite pas au Cambodge, mais de fait j'habitais pas en France non plus, quoi. Maintenant ouais, je peux le dire, j'habite ici. Mais aussi j'ai eu un enfant il y a 2 ans, donc il fallait faire un choix aussi d'être un peu plus sédentarisé. Mais ce qui m'a poussé à venir ici au départ, c'était la conjonction de 2 trucs. J'avais décidé que je voulais faire des films à partir de l'âge de 17 ans. Et à partir vers la vingtaine, quelque chose comme ça, je me suis rappelé d'une histoire familiale dont on ne discutait pas beaucoup dans ma famille, qui était que j'ai un grand-père, le père de ma mère, qui était supposément dans le cinéma au Cambodge. Et bizarrement, comme j'ai grandi, du coup c'est marrant parce qu'avec Funky, on se connaît très très bien, on partage énormément de choses par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui, mais je vois comment notre parcours d'enfance est très différent. Ça veut dire que toi, limite, j'ai l'impression qu'on t'a parlé du Cambodge dès que tu étais bébé, dès ton premier jour. Et moi, au contraire, mes parents nous ont très peu parlé de leur pays d'origine, comme ça arrivait aussi pour pas mal de gens de leur génération, où il y a eu un rejet. À partir du moment où ils ont compris en 79 qu'ils ont perdu une grande partie de leur famille au pays, ils ont dit bon, maintenant notre vie c'est la France et on veut plus penser à ce pays-là, on n'est plus cambodgien. Et c'est que du coup, c'est vrai que moi je suis l'aîné de 3 enfants, j'ai grandi dans cet environnement-là où j'ai pas appris la langue, je connaissais rien de la culture, je connaissais vraiment rien de l'histoire avant de venir ici à 25 ans. Et du coup, j'apprends sur le tard que cette espèce d'histoire, qui n'était même pas une histoire, qui est une vague histoire d'un grand-père dans le cinéma, je me renseigne et j'apprends que mon grand-père qui s'appelait Van Chan était l'un des producteurs principaux du cinéma cambodgien sur lequel je savais rien, et j'apprends qu'il a existé et que de 1960 à 75 il y a eu une trentaine de cinéastes producteurs qui ont commencé à faire des films qui avaient vachement de succès au Cambodge. Donc du coup je m'intéresse et je commence à être fasciné par cette histoire-là et je me dis c'est ça que je vais faire, mais encore une fois je débarque ici sans me dire je fais un film sur mes racines, je me dis tiens, c'est comme si j'étais pas du tout cambodgien et que je me disais il y a un pitch génial que j'ai trouvé, juste j'ai de la chance d'avoir découvert ce pitch, j'y vais, je vais faire un film. Donc ça a été très progressif aussi pour moi, le fait d'accepter de faire rentrer cette histoire, cette culture dans ma vie et je dirais dans mon identité.
C'est hyper intéressant, merci David. D'ailleurs, est-ce que ça a été compliqué pour toi de t'installer ici, surtout que tu fais un métier et tu travailles dans une industrie qui est très spécifique et qui commence à peine à renaître en fait au Cambodge, qui est la réalisation, la production de cinéma? Compliqué, je dirais non, mais progressif aussi. Ça veut dire que moi, je vois que tout ce que j'ai fait dans la vie, il n'y avait jamais vraiment eu de plan. Et que ça s'est fait un peu par à-coup, par intuition et par occasion. Et donc si je fais le fil, je suis venu et j'ai fait des recherches sur ce premier film, je suis resté 1 an. Pendant cette année, j'ai fait un atelier de cinéma avec des jeunes de différentes écoles. Certains sont devenus des amis très proches avec qui j'ai continué à travailler et donc avec qui aujourd'hui je produis leurs films. Donc c'était 2009, c'était vraiment, j'avais 25 ans et c'était le tout début. Et je pensais pas qu'on allait faire ce chemin-là avec ces gens-là. Et quand je suis revenu après, je voulais faire un autre film qui était Diamond Island, mon deuxième film, qui était une fiction. Et pour faire ce film, alors que j'avais trouvé une productrice en France, elle me dit ce serait bien qu'on ait un partenaire cambodgien, ça veut dire une boîte de prod au Cambodge. Et comme par ailleurs j'étais aussi producteur, que j'avais créé une boîte de prod en France comme tu l'as dit, je me dis bon je la crée et c'est pas grave, c'est une coquille vide, je suis pas sûr qu'on l'utilise, mais on en a besoin et on aura l'argent du CNC en France. On a eu l'argent, mais après une fois qu'on a la coquille, donc c'était Anti-Archive que j'ai créé avec 2 amis, dont un cinéaste cambodgien et un cinéaste taïwanais américain. Une fois qu'on a la coquille, en fait les projets ils arrivent et c'est comme ça que de petit fil en aiguille, je me suis retrouvé à produire des films, de plus en plus de jeunes cinéastes cambodgiens, et donc du coup c'est difficile au sens, c'est précaire, ça veut dire on fait nous des films d'auteur qui sont montrés en festivals internationaux mais qui cartonnent pas non plus en salle ici et tout, donc c'est pas des films commerciaux, donc c'est des activités où chaque personne qui sait qu'il travaille sur ces films-là, il doit trouver aussi les moyens de sa subsistance, donc c'est pas facile, mais c'était vraiment très progressif et moi j'ai pas trouvé, non j'étais juste motivé par l'énergie de travailler avec ces personnes qui avaient hyper envie de faire quelque chose, qui à chaque fois qu'on fait un film, c'est la première fois qu'ils font un court-métrage, c'est la première fois qu'on fait un long-métrage d'un réalisateur, enfin quand Kavitch c'est son premier long-métrage, et c'était rare qu'un réalisateur né au Cambodge montre son film à Venise, son film c'est White Building, montre son film à Venise en 2021. Et pour moi, le cinéaste cambodgien né au Cambodge qui a réussi à montrer ses films dans des festivals comme ça, c'était Ritipan pour Les gens de la rizière en 94. Donc faire ce pont-là avec Kavitch Ning, White Building en 2021, pour moi, il n'y a que de l'excitation. Donc le chemin est long, il n'est pas facile, mais on est tellement aussi enthousiasme de le parcourir que ça donne beaucoup d'énergie. Ouais. Tiffany, donc, tu en as parlé tout à l'heure, tu as lancé ta marque. Et en quoi tu penses que ta double culture française et cambodgienne peut aussi contribuer à cette renaissance artistique? Déjà, ma mixité culturelle cambodgienne-française, c'est vraiment quelque chose qui m'inspire énormément. C'est quelque chose que j'ai toujours voulu pousser et que c'est quelque chose que j'ai toujours été fière, entre guillemets. J'ai jamais eu de problème d'identité, entre guillemets. Des fois, je me pose des questions parce que voilà, j'ai vécu dans un milieu assez mixte, mais au final, j'en ai fait ma force dans mon domaine. Et je pense que c'est quelque chose qui est assez fort parce que c'est unique, je dirais. Surtout dans la mode franco-khmer, c'est pas quelque chose qu'on voit encore énormément aujourd'hui. Et c'est quelque chose dont j'en suis fière maintenant. Et c'est vraiment, je pense que c'est ce qui a fait que Revive est ce qui est maintenant, c'est-à-dire une marque franco-khmer qui représente ma double culture. Et je pense que c'est la richesse aussi de l'histoire qu'on a avec le Cambodge. Et en fait, moi, j'ai allié ça avec ce que j'ai appris en France, la qualité et le savoir-faire français. Et c'est ce que j'ai voulu en fait transmettre avec ma culture khmer, en disant que même avec la culture cambodgienne, on peut faire un Made in Cambodia qui est vraiment qualitatif, quoi. Parce que c'est pas ce qu'on connaît de plus au Cambodge. On a du fast fashion, on a voilà toutes ces grandes marques de prêt-à-porter qui produisent au Cambodge, dont j'ai vu en fait, j'y suis allée justement, j'ai vu les usines et je me suis dit mais c'est pas du tout ce que je veux faire en fait, et c'est pour ça que toutes les pièces sont faites main. Enfin, c'est quelque chose que je pense qui est très fort en fait pour les Cambodgiens, c'est que nous aussi on peut faire des choses avec nos propres skills, et je pense que c'est ça qui est intéressant, c'est que on n'a jamais manqué de capacité, de skills ou quoi, mais juste ça n'a jamais été développé à son maximum, quoi. Et je pense que c'est des personnes comme ici présents qui font que on pousse en fait ce qui a été oublié.
Et c'est ça qui est intéressant, ce qui, je pense, qui va faire que le Cambodge va être encore mis plus en avant sur la scène internationale, dans différents domaines d'art, quoi. J'ai interviewé Sok Vissal en 2022 en France. C'est l'épisode 41 de la chaîne Banmi, si vous voulez aller regarder. Et il disait quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Il a dit « Aujourd'hui, l'Occident s'inspire de l'Asie et le monde regarde ce qui se passe au Cambodge. Elle reprend son nom de perle d'Asie du Sud-Est asiatique. Aujourd'hui, qu'est-ce qui vous inspire, vous, le plus personnellement au Cambodge ?» Pour répondre à ça, je pense dès le début, dès 2012, dès que j'ai décidé de faire un truc un peu différent de ce que je faisais à Montréal, c'est là que j'ai vu, ah mince, j'en ai pour toute une vie à contribuer au Cambodge, mais en tant qu'artiste, on aspire la planète, et avec ce que je fais, ça me fait que je me balade pas mal. Mais disons, encore une fois, pour revenir à l'identité, par exemple, j'avais pas de crise d'identité ou quoi que ce soit, mais j'avais certaines questions où je suis français d'origine cambodgienne, donc déjà quand tu es petit, tu dois répéter ça, le français vient avant, d'origine cambodgienne, puis après canadien. Mais je me rappelle, dès que j'ai commencé à revenir avec des images du Cambodge en 2012, à mixer par exemple juste le Kebait Khmer avec mon lettrage graffiti, ou faire des portraits de ma famille qui avait disparu durant le régime Khmer Rouge, ou mon arrière-grand-père, ben là je l'ai vu juste à mon échelle. Ah ouais, c'est ça le Cambodge, ah magnifique, ou des images. Donc déjà, juste là, il y avait une fierté qui a commencé à prendre, et le fait qu'on a fait un documentaire de 2012 à 2015 qui s'appelait Retour aux sources, de Roots Remain. Ça nous a pris 3 ans à faire avec 2 amis réalisateurs du Canada. Et donc, il y avait d'autres histoires, plusieurs histoires à montrer qu'on parlait. Et Vissal est le premier qui m'a dit, bah là, on est dans une renaissance, Pearl of Southeast Asia, tout ça. Donc, encore une fois, chaque personne qui était en train de créer, qu'importe son outil, pour moi, je suis, ah ouais, on est vraiment dans une vague, quoi. Et donc là, je vais parler même en tant qu'occidental. Pour moi, comme j'ai grandi, par exemple, avec plus, dans la culture khmer, de toutes sortes de manières. Mes parents, ils créaient des festivals cambodgiens, donc j'y allais, mais pas dans un besoin de reconnecter avec ma culture, mais plus parce que mes cousins y allaient, il fallait danser Tralao, qui était toujours en galère il manquait des danseurs. Donc je m'y retrouvais. Mais vraiment, après, par exemple, là, j'ai une grosse période statuaire, ça c'est il y a 10 ans, parce que je parlais pas vraiment la langue, donc moi c'était le langage de l'image, des yeux, du portrait. Aller dans un village et pas à peine parler, mais dire hey, je vais te peindre là, et puis après il y a un dialogue qui se crée, le langage universel de l'art. Et donc je suis perdu dans tout ça, mais donc c'est ça, la fierté elle s'est créée, puis à un moment donné t'es juste pris là-dedans et tu te dis, ben là par exemple avec FT Gallery, cet endroit ça a tellement changé depuis 10 ans, et t'es vraiment pris dans cette vague qu'à un moment donné on s'est dit, moi j'ai eu la chance de grandir avec plein d'artistes, plein de mentors, il y a énormément d'artistes ici, mais pas assez de plateformes pour diffuser ces messages-là. Donc c'est pour ça que dès qu'on s'est croisés un peu en semi-hasard à Paris, je me suis dit il faut y aller, et il faut propager ce message, qu'importe qu'on fasse du film, du fashion, de l'art. Donc ouais, la fierté, elle est partie. Je ne sais plus c'était quoi ta question, mais ce qui m'inspire c'est tout ça, ouais, c'est ça, c'est s'asseoir là et partager, parce qu'en tant qu'artiste t'es tellement pris dans ton truc tout le temps que des fois t'as pas le recul. Donc des fois j'aimerais être juste peindre, à tout le temps peindre, mais j'adore connecter, on a parti à un festival, ramener les gens de la musique, pour moi c'est juste des outils de parler de notre humanité en fait. Et le Cambodge, the Pearl of Southeast Asia, pour moi, à chaque fois que je revenais, je faisais des va-et-vient juste pour être productif. Et pour moi ici, surtout il y a 10 ans, je retrouvais l'humanité dans toute sa fragilité, mais avec une petite saveur. Et en tant que Cambodgien, je me suis dit, il faut que j'apporte ma brique en tant que Cambodgien. Tout comme en étant à Montréal, je me disais, je suis français, oui, mais je ne vais pas tout de suite apporter ma brique en France. Ils sont bien, la culture, elle est incroyable. Donc c'était plus Montréal au début. Je me suis dit, allez, Montréal, ça se passait bien. Puis là, graduellement, j'ai dit, c'est le moment pour aller chercher les petites perles d'Asie. Et voilà, encore une fois, côté occidental, il y a un côté exotique même à faire. Par exemple, là, je peins pas mal de statues. C'est ça que je disais, ouais. Et donc, j'ai grandi plus sur la mythologie grecque que la mythologie khmer. Donc là, en peignant aller dans les temples d'Angkor, voir toutes ces statues, je suis, c'est quoi l'histoire derrière? Donc pour moi, c'est une manière de faire un peu ma recherche identitaire et de la propager, parce que une image vaut 1000 mots. Et puis après, je rencontre des gens fabuleux, que ce soit des archéologues. Il y a plein de statues qui reviennent du Metropolitan, et plein de statues qui ont été volées dans les années
80-90, donc je me retrouve avec des gens qui bossent là-dessus, mais que le message, il est là, mais c'est pas tout le monde qui le savent, quoi, qui le sait. Donc, pour moi, je dis, bon, ben, une image vaut 1000 mots, personne ne lit vos thèses, les gars, mais c'est cool. Moi, donc, il faut juste que... C'est un travail collectif, en fait. C'est un travail collectif, et voilà, ça qui m'inspire un peu tout. Et toi, Dana, qu'est-ce qui t'inspire le plus personnellement du Cambodge, et que penses-tu du fait de renommer en fait le Cambodge comme la perle d'Asie du Sud-Est asiatique? En écoutant Bang Funky parler, je pense à la guérison. Je pense qu'il y a tout à refaire, tout à recréer, tout à reconstruire. Et on a de la chance de pouvoir faire partie de ça. Et justement, il n'y a pas longtemps, l'exposition que j'ai faite à Paris, tu étais venue. Première expo, c'était Je suis Kat Khmer. Et le deuxième, c'est Je suis Atman. Atman, ça veut dire, c'est du sanskrit, ça veut dire le jeu spirituel. Donc l'ego n'existe pas, c'est le spirituel, le jeu spirituel. Bref, et en fait, c'est... Pourquoi je te parle de ça? Oui, le jeu. Je suis Kat Khmer, je suis Khmer. Je pense qu'il y a toute une... Et j'ai interviewé Bang Funky, j'ai interviewé beaucoup d'artistes cambodgiens sur cette identité et tout à faire avec l'art. Et l'art est un moyen de guérison qui est incroyable. C'est pour ça que je suis artiste. Je pense qu'après la maladie, je cherchais à me guérir. C'est pas la maladie, en fait. C'était dans la tête. J'avais mal aux cheveux, comme ce que mon père a dit. Alors, ce que je veux dire, c'est que l'art est un moyen de se chercher, de se trouver, si on y arrive. Mais bon, c'est un travail d'une vie. Mais je pense que c'est la guérison, et l'art est un moyen incroyable, en fait. Je ne sais pas si je réponds à la question, mais qu'est-ce qui m'inspire? La guérison. Qu'est-ce qui m'inspire? J'ai pas fait que de l'art ici. J'ai fait beaucoup j'ai organisé des conférences, des séminaires de psy. Je demandais aux gens de parler de leur vie et qu'est-ce qu'ils appellent la résilience, comment se reconstruire après tant de destruction. Donc voilà, ce qui m'inspire, c'est cette jeunesse qui est effectivement dynamique, qui cherche à vouloir avancer et pas rester bloquée dans le passé. Et oui, ce qui m'inspire, Vanda, aux Olympiques, oui, ça m'inspire énormément. Effectivement, quand j'ai vu cette vidéo, j'y croyais pas. Je me dis, c'est pas possible. C'est une vidéo qui a été faite, enfin, c'est monté. J'étais impressionnée. Et quand j'étais en France pendant 3 ans et je voyais tout le talent ici, tout ce qu'ils faisaient au Cambodge, waouh, ça bouge, ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Parce que ça fait partie de la guérison. Voilà tout ce que j'ai à dire. Alors avec Baby Media, je rencontre de plus en plus d'auditeurs, d'auditrices qui souhaitent reconnecter avec leur pays d'origine et peut-être aussi y vivre comme vous l'avez fait. Quels conseils vous pourriez donner à ceux qui ont pu voir votre parcours depuis la France et qui veulent aussi passer le cap de venir s'installer ici? Des conseils, je sais pas, mais en tout cas, venez voir. S'installer, c'est un grand mot. Après, je parle de mon expérience où, du coup, moi, je n'ai jamais pris la décision de m'installer. J'étais installé sans me l'avouer, donc c'est bizarre. Mais du coup, je peux parler que de cette expérience-là. Ça veut dire, venez voir. Aussi parce que j'ai eu l'expérience de gens qui m'ont dit, je m'installe, et ils mettaient énormément de symboles dedans et beaucoup peut-être aussi de projets. Enfin, moi, peut-être mon conseil, ce serait venez sans projection, sans anticiper qu'est-ce que ça veut être de vivre ici, sans penser que vivre au Cambodge, ça va répondre à toutes vos questions. Parce qu'en fait, ça va juste en ouvrir de nouvelles, mais c'est passionnant de se confronter à des nouvelles questions. Et si du coup on est ouvert et qu'on n'a pas fait le chemin avant, je pense qu'il peut se passer des choses incroyables et en tout cas, c'est sûr, des choses surprenantes. Ce serait, c'est ça, c'est mon conseil. Toi, Tiffany, ça fait que 3 ans que tu es là. Du coup, qu'est-ce que tu as pu expérimenter en t'installant ici? Et qu'est-ce qu'on pourrait dire en fait aux jeunes qui suivent ton parcours aussi? Du coup, j'ai fait tout le contraire de ce que David a fait. C'est qu'en fait, je suis venue vraiment avec des idées, des attentes. Enfin, j'imaginais déjà ma vie sur 5 ans. Et en fait, j'ai réécrit toute ma vie, du coup. Ça a été un choc culturel, déjà de 1, parce que, en fait, d'être origine du Cambodge, mais d'être français, c'est pas la même chose que d'être né au Cambodge et voilà, c'est vraiment 2 cultures différentes. Et j'ai eu un choc culturel alors que je suis d'origine khmer parce que je pense qu'en étant française, ça m'a mis des idées déjà dans la tête. Bon, il faut que ce soit comme ça, mais non en fait. Je pense que si je voudrais revenir en arrière par rapport à ça, c'est de me dire que faut que je vienne vraiment la tête vide et une page blanche.
C'est-à-dire que je me laisse porter par le pays et pas d'avoir déjà ma vie tout calculée par rapport à ça, parce qu'au Cambodge, tout peut arriver. Enfin, ça, vraiment. 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, le Cambodge, c'est fou. C'est-à-dire qu'il y a énormément de surprises. Là, demain, je sais pas, il peut peut-être m'arriver quelque chose de fou, mais je ne sais pas. Et en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'au Cambodge, tout est possible, déjà. Juste rencontrer une personne par-ci par-là, une soirée à B-Box ou voilà, des trucs comme ça, on rencontre des personnes vraiment au hasard, quoi. Et ouais, juste l'esprit tranquille, je pense. Ne pas prévoir sa vie ou voilà, et juste, je pense, accueillir le pays et que le pays vous accueille d'une manière, faut vraiment l'accepter en fait. Et ouais, voilà, juste, moi j'ai tout organisé de A à Z au final pour recommencer à zéro. Et page blanche, quoi. Et en fait, je me suis laissée porter par le pays et ça va mieux, quoi. Alors qu'avant, j'avais un petit mal de pays en mode non, c'est pas vrai, moi je préfère la France. Et en fait, non, en fait, j'aime le Cambodge comme il est et je devrais l'accepter comme ça, quoi. Il faut pas avoir d'idées en tête. Voilà. Et toi, Funky ? Disons, oui, déjà, pour les réponses. Mais je pense déjà, de ma propre expérience, je suis venu avec une intention. Et déjà venir avec une intention et une humilité, parce que tout le monde vient avec des idées préconçues, si ça, et surtout si vous êtes des Cambodgiens d'ailleurs, ou juste des gens d'ailleurs, et que vous avez donc certaines informations qui sont diffusées par rapport au Cambodge, par rapport à ci, ça, je pense qu'il faut se faire sa propre expérience à travers des projets. Si vous n'avez pas de projet en rencontrant justement des gens, mais il faut une ouverture et une tolérance qu'il faut déjà, donc quand je reparle de se reconnecter à son humanité, c'est ça, quoi, c'est l'aventure, c'est redevenir un gamin, être curieux et d'être vraiment tolérant et se dire, moi je me disais souvent ça, et j'adorais, c'est que comme David, moi c'est pas que j'acceptais pas d'être là, mais j'acceptais pas, dès que je faisais un projet et que ça devenait trop d'attention, je me barrais à Montréal, là il faisait chaud, on faisait plein de projets superbes, là il y a trop d'attention, on retourne au Cambodge. Donc après, on a cette chance-là, si vous venez d'ailleurs, vous venez, déjà dites-vous que vous avez cette chance de pouvoir voyager, et là quand tu viens là, tu vois à côté que voilà, tu vois tout, c'est les mêmes, pour moi la misère c'est la même partout, le bonheur c'est à certains degrés différents, mais ici encore une fois tu le vois au premier degré, et donc c'est pour ça que ça te frappe, et c'est pour ça que ça révèle des choses en toi, et ce voyage là est magnifique, et c'est une des rares places, et il faut en profiter, parce que peut-être en tout cas pour Phnom Penh dans 20 ans ce sera déjà voilà quoi, ça sera plus difficile, il faudra gratter un peu plus, vous venir faire la fête avec nous, et à B-Box tout à l'heure, bien placé. Mais donc c'est ça, je pense que pour les conseils, c'est ça, il faut y aller, être bien entouré. Et puis pour moi, c'est comme la cour de récré, quoi. Quand on était gamin, c'est t'as une bande, mais tu vas à plusieurs bandes, et être curieux et se nourrir du bon. Voir qu'il y a du mauvais, oui, mais si tu es dans la lumière et tu gardes cette ligne directrice. Moi, je savais pas que ça allait me mener à ouvrir une galerie, je voulais pas ouvrir de galerie, c'est trop de responsabilités, avoir du staff, tout ça. Mais après, à un moment donné, tu vois plein d'artistes et les gens t'appellent, tu fais ah mince, il y en a qui le font, mais bon. Après, tu ok, il faut mettre nos bottes et être, à un moment donné, tu trouves ton truc, et après, pas s'attacher à ton truc, j'ai tel projet, parce que la vie, c'est ça. Et même pour nos parents, c'est ça. On nous dit souvent, est-ce que tu es là pour toujours? Mais ça veut dire quoi pour toujours? Peut-être pour les baby boomers qui ont eu leur retraite, peut-être, mais même eux, il y a eu des guerres, tout le monde s'est déplacé. Donc nous, on a une génération assez privilégiée, où en un clic, on voit ce qui se passe. À travers Bad Media, ils verront ce qui se passe ici. On est le pont entre l'ancienne et la nouvelle génération. Puis à suivre, mais merci au Cambodge pour ça. Il y a cette particularité qu'il faut venir avec un peu cette attitude, et qui vivra verra, quoi. On est en vie, on est là. Et toi, Dana? Je pense que j'ai rien à ajouter, parce que tout le monde a dit les points les plus importants, et en plus moi c'est difficile parce que comme j'ai grandi ici, c'est la maison, donc en fait ça fait 6 ans que j'essaie de fuir, donc c'est 3 ans que je pars, je reviens. Je repars, là je suis revenue, ça fait c'est 1 semaine que je suis là, mais voilà, je reviens m'installer au Cambodge parce que c'est la maison. Et en France, moi c'est l'inverse. J'ai un papa français, j'ai grandi ici, mais mon père m'a jamais vraiment transmis la culture française, parce qu'à la maison on écoutait de l'africain. Enfin, mon père m'a pas vraiment transmis cette culture française, donc moi j'avais la curiosité d'aller voir la France, parce que même si je parle la langue, je connais pas vraiment la France. Donc j'ai fait mon expérience, mais j'étais pas un poisson dans l'eau. Et donc je reviens ici parce que c'est la maison. Et donc comme conseil, les voyages forgent la jeunesse. La seule chose que je pourrais dire, c'est que expérimenter
vivre une culture, c'est juste être le plus empathique possible. Chaque personne voit les choses différemment et je pense que c'est quelque chose qui est très très difficile à faire. Même quand on a double culture, c'est excessivement difficile de comprendre que ce que l'autre voit n'est pas la même chose. Donc imaginez deux cultures différentes. Donc oui, effectivement, comme Tiffany l'a dit, venez ici avec une page blanche. Et comme ce que Fonky disait aussi, c'est venez avec... Faites-vous l'idée une fois que vous êtes là. Donc moi, je parlerai juste d'empathie, parce que c'est quelque chose qui manque beaucoup, qui est très difficile à avoir. Même si j'en parle, moi aussi, j'apprends toujours à être empathique. C'est toujours quelque chose qu'il faut que je pratique. Et voilà, tout ce que je pourrais dire pour la question. Alors, avec vos créations, vous nourrissez aussi ce lien entre la France et le Cambodge. Tu parlais, toi, Fonky, de faire le pont entre l'ancienne et la nouvelle génération. Mais il y a aussi ce pont-là que vous faites entre deux pays. Donc, est-ce que vous sentez aujourd'hui en France plus d'intérêt sur les sujets liés aux créations venues du Cambodge? Donc, pour toi, on va dire Montréal et pas forcément la France. Et en quoi vos cultures hybrides sont aussi une plus-value pour l'industrie de l'art, du cinéma, du design ou de la musique pour les institutions françaises? Est-ce qu'aujourd'hui les institutions françaises, francophones, etc. valorisent en fait vous en tant qu'individu à multiples cultures qui peut aussi favoriser économiquement, culturellement, socialement les ponts entre les pays? Oui, donc pour parler... On va commencer par Montréal, parce que c'est de 2012, 2017, 2018, je faisais mi-temps, va-et-vient. Et même après 2012, dès que je suis revenu à Montréal, on fait « Ah, en fait, t'es cambodgien, ah, ton style est là !» Et donc, j'ai commencé à faire plus de murales et à ramener cette plus-value où, en tant qu'artiste, tu cherches toujours à être original, mais être original, bon, je leur dis, j'ai rien inventé, c'est du graffiti, ça fait... on vit les 50 ans du hip-hop là, le Kobak Khmer, ça fait 1000 ans, mais bon, j'ai mis 1+1 et c'est devenu un peu exponentiel. Donc, je prends ce petit crédit. Et même moi, je suis en train de... on est un peu des alchimistes. Mais après, justement, il y a cette plus-value où là, je suis pas mal installé là, mais c'est intéressant par rapport à Montréal, où c'est la francophonie, donc il y a un parallèle avec la France, tout ça. Je reçois des sondages, des fois, où des gens, des bureaux de la murale, sur des sondages de comment c'est être un artiste asiatique, ou ça, pas mal sur l'identité. Bon, après, des fois, je sais pas, c'est un peu trop... Moi, j'ai du mal dès qu'on essaie de mettre dans une case, mais je comprends un peu la démarche. Parce qu'après, il faut dépenser des budgets et qu'il y ait des têtes asiatiques. Ça, à Montréal, en tout cas, c'est comme ça. Donc, c'est cool. Je vois plein d'amis et là, il en faut. Donc, les Asiates, on est un peu plus low-key, posés. Et puis, mais il y a plein d'histoires et surtout à Montréal, un peu partout, entre amis vietnamiens, laotiens, cambodgiens. Donc, on a grandi avec toute cette diaspora. Où maintenant, on est cette génération où on a des choses à raconter, on a une culture aussi, encore une fois, universelle, qui peut créer des ponts à Montréal, en France, qu'importe où vous êtes. Moi, je parle du graffiti, ou que ce soit le hip-hop, ou tu vois, à l'autre bout de la planète, il y aura ce dialogue-là. Donc, je pense que là, il y a un moment, justement, et en plus, je vois ce qui se passe sur la planète, et puis géopolitiquement, je ne rentre pas là-dedans, mais en gros, il y a quelque chose qui se passe en Asie. Je me dis, l'humanité, c'est le même truc qui se passe encore et encore pour qu'on essaie d'apprendre à vivre ensemble. Mais bon, les aliens ne sont pas publics et on ne sait pas qui sont les Jedi et les Sith. Mais bon, pour dire mais que là, on se dit en Asie, on a eu notre dose de guerre et tout ça, donc est-ce qu'on peut avoir un peu la paix? Est-ce qu'on peut créer et donc, je le vois, parce que là, c'est la crise en Europe, ou ailleurs, donc de plus en plus de gens, parce qu'économiquement c'est la galère, ils viennent ici. Donc avant il n'y avait pas trop de gens, mais là de plus en plus. Mais encore une fois, il y a énormément à contribuer au niveau, que ce soit en tant que Cambodgien ou vous venez d'ailleurs. Et pour moi, il y a un terreau fertile, mais c'est encore une fois un travail de groupe et un travail individuel. Essayer de, tu vois, plonger au plus profond de soi et d'avoir un X ou Y outil pour ramener cette plus-value. Moi, on me disait par exemple, il y a 5 ans, il y a 10 ans, ou qu'importe, qu'est-ce que tu fais au Cambodge? Il n'y a pas d'art mural, il n'y a pas d'argent. J'y vais pas pour l'argent. Et finalement, on a créé, on grandir avec la ville. Avant, il n'y avait rien, il y a plus haut que le monument de l'indépendance. En tout cas, pour Phnom Penh. Et je me dis, bah là, nous, on fait de l'art mural, on fait maintenant des hôtels, des ci, des ça. Il y a des artistes, il y a eu tout le temps des artistes, mais au lieu de juste vendre pour le touriste qui passe. Donc, moi, c'était un peu ma contribution avec un savoir-faire nord-américain, culture française.
Et là, avec la France et l'Europe, donc là, il y a toutes ces, par exemple, les statues qui reviennent du Metropolitan. Là, ils vont s'attaquer à Londres, avec toutes nos statues qui reviennent. La France, il y a une belle amitié entre la France et le Cambodge, donc le musée Guimet, c'est là pour... c'est beau, mais j'ai hâte qu'ils mettent public LVMH et dire Monroe et tout. C'est une autre histoire, bref, vous viendrez me poser des questions, parce que ça peut durer 1 heure. Mais de se dire quelles sont les sources, qu'est-ce qui vient du Cambodge, si ça... Et donc, il y a des ponts à faire, et chacun dans son milieu. Donc, ça touche le fashion, ça touche le film, des coproductions comme David fait, Adana qui est toujours à droite, à gauche, et qui revient toujours à la maison. Et qui, à chaque fois qu'on fait des projets avec elle, on rencontre des gens d'un peu partout. Donc, au final, il faut se la créer, son économie. Et moi, je viens de la rue, donc le but, c'était d'en sortir. Je viens pas de la rue, hein, mais dans le sens, j'ai traîné, j'ai vu la rue. Mais en gros, dans le sens... J'ai jamais bossé pour personne à part des jobs étudiantes. Il fallait créer son métier. La mentalité, c'est de sortir de là avec ce que tu fais et de créer sa microéconomie. Donc à Montréal, j'ai eu des mentors d'ici. On se passait les mandats. Ici, c'est la même chose. Je me dis, dès qu'on va signer à Factory et que je vois que tout pousse, ben, j'ai le dialogue avec les brands XY. Ben, il y a ces artistes-là ou des collectionneurs. Les gens, ils viennent acheter. Et le but, c'est de pouvoir... pas juste de dire qu'on vend, mais dire ben voilà comment on peut vivre et passer ces messages-là et essayer d'arrêter de galérer, quoi. Toi, David, dans l'industrie du cinéma, tu penses qu'il y a de plus en plus d'intérêt lié au Cambodge ? Cambodge spécifiquement, je sais pas, mais il y a toujours un attrait pour la nouveauté, ça c'est sûr. C'est-à-dire par exemple les festivals où nous on envoie nos films, que ce soit Cannes, Berlin, Venise, ils sont toujours intéressés par des nouvelles images de pays dont on n'a pas l'habitude de recevoir des images, et si le film est de qualité, il sera bien vu. Et on le voit par exemple l'année dernière, par exemple, je crois que c'est où il y a 2 ans, l'année dernière, au Festival de Cannes, c'était vraiment un carton pour le cinéma vietnamien. Où on nous a gagné la caméra d'or, il y avait plein, tout d'un coup, il se passait vraiment un truc, et je pense qu'il y a toujours, de la part des programmeurs, mais aussi du public, des médias et tout, une curiosité pour qu'est-ce qui est nouveau. Donc après, c'est des effets de mode, il faut voir comment on peut durer aussi. Mais je pense qu'au-delà du Cambodge, c'est plutôt un phénomène sur l'Asie, ça veut dire, la Corée, je pense qu'on doit beaucoup à la Corée par rapport à ce qu'ils ont fait en musique, en cinéma et en télé pour tout d'un coup créer vraiment une autre image des contenus asiatiques depuis longtemps maintenant. Et je me suis vachement intéressé à un truc, je pense que c'était il y a 1 an ou 2 ans, où c'était un programme, une fiction d'1h30, je pense, thaïlandaise, pour Netflix, qui s'appelait Hunger, et inspiré d'une histoire d'une cuisinière thaïlandaise. Je ne l'ai pas vu, et il était numéro 1 des programmes non anglais pendant 1 semaine sur Netflix Monde. Et ça, d'un coup, je me suis dit, tiens, la Thaïlande, tout d'un coup, ça peut devenir l'attraction globale comme ça. Et donc, je comprenais que c'est comme si c'était... le truc qui avait bougé un peu par rapport à l'intérêt des gens par rapport à des contenus asiatiques, et que direct je me suis dit il faut qu'on propose un truc, il faut qu'on réfléchisse à quelque chose, parce que je pense qu'on peut produire quelque chose au Cambodge qui soit une histoire qui puisse intéresser le monde, quoi. Mais l'autre truc auquel je pensais, c'était la deuxième partie de ta question, c'était sur comment nos expériences hybrides, comment elles peuvent être modernes. Je me suis rendu compte moi de ça quand j'ai fait mon dernier film Retour à Séoul, qui du coup n'était pas au Cambodge mais était en Corée, comme le titre l'indique, où c'était l'histoire d'une jeune femme adoptée, née en Corée, partie en France, qui retourne pour la première fois en Corée à l'âge de 25 ans, et elle connaît rien, et elle est en mode insouciant, en mode je fais pas mon retour à Racine et je veux juste passer des vacances. Et l'histoire est inspirée de l'histoire d'une vraie personne qui s'appelle Laure Badufle, mais en vrai, et donc là avec ce que j'ai raconté depuis le début du panel, j'ai mis énormément de moi. Et je me suis rendu compte, parce que on pense jamais à faire un film moderne, on pense juste, on écrit quelque chose qui nous tient à cœur et on espère que ça intéressera quelques personnes quand ce sera fini. Mais quand après je l'ai montré en festival, dans plusieurs pays étrangers, etc., ce qui me revenait souvent, c'était des gens qui disaient mais cette vie moderne à switcher d'une langue à l'autre, de gens qui sont dans un pays mais qui vont vivre dans un autre et qui rencontrent d'autres gens, enfin donc une vie, encore une fois, de privilégier, tu as raison, ça veut dire on peut voyager, ce qui n'était pas le cas des générations d'avant, mais aussi très international, et où à la fin on ne sait plus vraiment d'où on vient et qu'est-ce qu'on peut appeler la maison. Je me suis rendu compte que du coup de faire Retour à Séoul, qui racontait vachement des choses issues de mon expérience, ça touchait vachement de personnes par rapport à une expérience moderne qui n'était pas si souvent que ça retranscrite au cinéma. Et ça du coup je pense que les profils par exemple qui sont les nôtres, ils sont particuliers, on pourrait les penser minoritaires, mais en fait ils ont pas quelque chose de majoritaire, mais ils ont quelque chose d'universel aujourd'hui. Voilà. Carrément.
Merci Davy. La dernière question, c'est qu'est-ce que vous avez appris en tant qu'entrepreneur avec l'énergie du Cambodge que vous n'auriez pas pu apprendre en France? Et je vais demander à Tiffany de répondre en premier, vu que tu es en plein dans ce move entrepreneurial. Donc, qu'est-ce que tu apprends ici avec toute l'énergie cambodgienne qui n'aurait pas été possible en France? Déjà, j'ai tout appris de l'entrepreneuriat ici, parce que c'était mon premier bébé, mon premier projet, et ça l'est toujours. En fait, c'est que le commencement, parce que ça fait que 2 ans. Je pense que j'ai appris déjà à travailler avec des Cambodgiens, parce que la façon de travailler, la façon de penser est différente, l'organisation, tout ça. Et je pense que c'est aussi cette entraide que j'ai pas eue à Paris. C'est-à-dire que moi, j'ai un de mes... donc mon chef d'atelier qui fait toute la production de vêtements, qui s'appelle Kenny. Il a beaucoup d'amis designers. Donc déjà, la sphère designer au Cambodge, elle est très petite. Mais en plus, on se connaît tous, du coup. Et ça, c'est ce qui m'avait un peu choquée, c'est que d'autres designers ne me connaissaient pas. En fait, Kenny avait des amis... moi, je devais finir une collection pour un défilé. Et on était à J-1 et il y avait 3 tenues à finir, ce qui était impossible à faire. Et en fait, il a appelé ses amis, et ses amis ne me connaissaient absolument pas au départ. Et en fait, ils sont tous venus en armée. On est restés jusqu'à 5h du matin tous ensemble. J'ai acheté à manger, on est restés dans l'atelier et on a fini les robes. Et je me suis dit, mais en fait, mais à Paris, on n'a jamais fait ça en fait. Et même en école de mode et tout, personne ne m'a jamais aidée. Et je me suis dit, mais c'est fou, je ne connais pas du tout ces personnes ne me connaissent pas du tout. Et on a réussi à travailler sur le tas. On s'est dit, c'est le patronage, c'est les tissus, c'est parti, quoi. Et en fait, ça qui m'a un peu impressionnée, c'est qu'ici, j'ai l'impression que déjà tout le monde se connaît à Phnom Penh. Que ce soit d'un frère, d'une sœur, d'une cousine, tout le monde se connaît. Tu connais ton cousin? Ouais, je le connais. Ouais. Ah oui. Et mon cousin. Ouais, c'est ça. Et ça, c'est déjà impressionnant, quoi. Je me dis, mais en fait, Phnom Penh, c'est vraiment petit. Et en fait, cette communauté de designers est encore plus petite. Et l'entraide est incroyable. C'est-à-dire que les gens sont toujours là pour toi. C'est quelque chose qui me manquait, je pense, dans l'entrepreneuriat. C'est que je me suis toujours dit, oui, alors l'entrepreneuriat, c'est t'as le CEO, t'as le CMO, le CEO, t'as tout ça, ta. Mais en fait, mon entreprise à moi, en tout cas, et je suis fière de le dire, mais elle est vraiment humaine, quoi. C'est pas que du blabla ou en mode on doit remplir des trucs de CSE ou des trucs, voilà. C'est comme une famille, en fait. Et je pense que je suis très contente d'avoir quitté mon job à Paris pour au final avoir mon entreprise et me dire que ouais, j'ai ma petite famille et c'est pas une entreprise classique où tu as des trucs de pyramide avec tous les rôles et tout ça. Et je trouve ça vraiment fort. Et je pense que je l'aurais pas trouvé en France. C'était vraiment unique au Cambodge, en fait. Par rapport à l'entrepreneuriat, je viens de Montréal, donc c'est le pays de l'entrepreneuriat, c'est la ville de l'entrepreneuriat. J'ai eu la chance de grandir avec des gens incroyables. Et donc, de 2012 à 2018, quand je le faisais plus temps plein de manière consciente, parce que je le fais depuis petit, juste pour avoir des bombes gratuitement, donc j'ai toujours été dans ce hustle de juste trouver des murs. Mais après, j'avais parti ma compagnie aussi là-bas, où par contre, j'avais pas de salariés et tout ça, mais on faisait des projets, des festivals, et on a eu le boom culturel à Montréal vers 2012-13. J'ai appris par plein de gens incroyables, que ce soit dans le monde de la musique, de l'art, des amis dans le cinéma. Par contre, une fois que tu le fais au Cambodge, et là, j'étais dans une autre période de ma vie, donc... mais là, pour moi, c'est un incubateur ici, c'est la vitesse asiatique, quoi. C'est genre, tu vois. Et donc, même si on me dit, il n'y a rien ici, qu'est-ce que tu vas faire? On va construire comme on l'a construit chez nous à la maison. Quand je voyais ce qui se passait en France, parce que je connais la réalité française un peu, en y retournant voir la famille, et puis on parlait que de paperasse et tout ça. Il y en a aussi à Montréal, mais c'est valoriser le go get it et y aller. Et ici, justement, déjà, une fois qu'on a pris cet espace, par exemple, j'ai repris des modèles. Ah, il y a un gros mur derrière. Bon, on va trouver des sponsors. On va faire un festival brandé sur la murale. On va ramener tous les amis de la musique, des labels. Mais on va mettre ça sur la murale, ça donne un autre angle. Donc j'ai repris des formules, je l'ai adapté à ici. Ce que ça m'a appris, déjà, j'ai jamais eu de salarié, j'ai jamais fait autant de tableaux, mais des tableaux Excel, quoi. Ça, c'est
Mais après, j'ai pris plaisir. Il faut mettre des codes couleurs et tout, c'est le kiff. Mais après, ouais, et après, c'est des cycles. Donc là, ma tête, elle est en compote et je suis bon, je retourne un peu à mes peintures. J'ai toujours peint pour des commissions, tout ça. Mais pour moi, encore une fois, c'est la vitesse. Il y a un incubateur, encore une fois, c'est Phnom Penh, où souvent je dis c'est le village des Schtroumpfs, tu vois. Il y a le Schtroumpf du cinéma, Schtroumpf fashion, mais je me fais des petites images comme ça. Et en 5 minutes, tu peux faire le tour de la ville, c'est assez direct. Et les Asiates, quand tu deals avec des Asiates, j'adore. Tu as des Singapouriens, des Chinois, c'est direct, genre il n'y a pas de small talk 5 minutes. On fait ça. Bah ouais, on fait ça. Tu vois, donc il y a un truc où c'est. Après, il y a des codes et il faut être patient parce qu'après, il faut être vraiment patient. Mais j'ai une équipe formidable où ça m'apprend tellement de choses que en fait, j'ai tout à apprendre. Où je comprends l'interdépendance entre nous. Encore une fois, il faut venir de manière humble et c'est pas parce que je m'en fiche de ton bac, de ton ci, de tes gloires passées. Là, tout est à refaire et on travaille pour la petite gloire commune, tu vois. Et donc, ouais, il y a plein de choses à apprendre et puis à suivre, quoi. On s'en reparlera dans le prochain podcast dans 5 ans ou 10. Hein. Moi, ma société, donc Anti-Archive, on a un fonctionnement très de collectif. Ça veut dire que je pense pas qu'on ait des super managers ou gestionnaires, etc. Donc c'est très amical. Mais moi, j'ai toujours bossé comme ça, même en France. Donc j'ai du mal à ce que les gens avec qui je bosse deviennent pas des amis proches, avec des choses formidables de travailler avec des amis, mais aussi avec des limitations évidentes où ouais, on se connaît trop parfois et ça peut être compliqué, mais du coup, on a un fonctionnement vraiment de collectif. Non, ce que j'ai appris, mais c'est pas sur l'entrepreneuriat, mais c'est plutôt sur le travail. Quand on fait des films, de toute façon, c'est toujours des problèmes qui se posent et il faut résoudre ces problèmes-là. Et au Cambodge, il y a ce truc où tout est toujours résolvable, il y a toujours une solution, on peut repasser par la fenêtre, on peut trouver un moyen. Et je vois que tout le monde est d'accord et tout le monde sait. Et ça c'est marrant, parce que moi j'aime bien ce truc-là de faire des films, de résoudre des problèmes, et que là ça puisse passer par une solution qu'on n'avait pas du tout préparée et qui nous surprenne, c'est un peu la magie du pays aussi, clairement. Toute expérience vécue là. Je vais rien dire de nouveau, parce que je pense encore une fois tout a été dit, mais par expérience personnelle, effectivement, en tant que peintre, j'ai passé beaucoup de temps seule, donc effectivement, l'entrepreneuriat, c'est un peu compliqué. Là, j'ouvre une boîte de prod à Hong Kong, ça va vite. Oui, effectivement, en Asie, ça va très très vite. À Hong Kong, ça va excessivement vite. Au Cambodge, je dirais, tout est vraiment possible. C'est-à-dire, par exemple, faire une expo en France. Comment transporter des tableaux de 2 mètres ouais, c'est compliqué, il faut ça, il faut le machin, il faut appeler. Ici, bon, tuk-tuk. Ok, et donc tout est assez simple, possible. Quand j'ai fait mon premier court-métrage, et c'est ça qui m'a mis aussi dans le film, en 2022, j'ai voulu faire un court-métrage, mais parce que j'allais partir. Je me suis dit, allez, je me lance dans une passion, j'ai jamais fait ça, je veux essayer. J'ai pris une amie, Kaliane, elle vend des bijoux. J'étais sa modèle, donc j'ai pris en tant que modèle, j'ai pris ma sœur, j'ai pris de la famille, on est parti en province, on a filmé, c'était n'importe quoi, mais tout a fonctionné. Il n'y a pas de bateau, on a trouvé 2 bateaux, enfin, tout était possible en fait, même si ça avait l'air totalement impossible. Il fallait aller dans un terrain, il n'y avait pas accès, on a pris une remorque, parce qu'il y avait un villageois à côté qui dit, bon ben ouais, je vous amène, tu m'achètes un truc à manger, et voilà. Alors qu'en France, c'était beaucoup plus difficile de mettre les choses en place parce qu'effectivement, les papiers, etc. Donc, et ce que je veux dire aussi, le point de Tiff était très important, cette amitié. Effectivement, on la trouve beaucoup ici. Il y a une dédiée. Ils se dédient aussi, en fait. J'ai remarqué que quand j'ai fait des conférences ici, j'avais des jeunes Cambodgiens qui venaient, ils étaient trop dédiés. Faisait tout. Et c'était vraiment un plaisir de travailler, en fait, de monter des projets, faire des conférences. Il y avait pas de... On le faisait pour le peuple, pour les gens qui venaient. C'était gratuit pour tout le monde, donc tout le monde faisait gratuitement avec leur temps. Et ça faisait plaisir, en fait, de se dire, bon, c'est avec le cœur. Bon, c'était juste une expérience personnelle, mais rien de nouveau. Merci beaucoup à tous les 4. Vous pouvez les applaudir encore une fois, s'il vous plaît. On va passer à la petite session Q&A. Si vous avez des questions pour nos invités, c'est le moment. N'ayez pas peur. Posez vos questions. On va en prendre 1 ou 2. Est-ce que quelqu'un a une question pour David, Tiffany, Funky ou Adana ? Plus en termes de famille et éventuellement de transgénérationnel, est-ce que vous pensez que d'être venu au Cambodge, d'en être parti, c'est selon,
ça a changé quelque chose dans votre rapport avec la famille en général? Et si oui ou non, quoi ou pas? Je vais répondre à celle-là pour commencer, parce qu'en 2012, justement, où je suis venu de manière innocente à peindre, et après à peindre ma famille, je me suis retrouvé à peindre ma famille, et tout d'un coup, encore une fois, ça revient de la guérison, et on me demandait rien, on me disait, ah, c'est le voyou de la famille, il fait ci, il comprenait pas trop, ça, j'ai des bons parents, je savais que j'avais un potentiel, mais j'avais rien d'autre. Mais une fois que j'ai commencé justement à faire des projets liés au Cambodge, parler du Cambodge et peindre la famille, le lien avec ma famille a complètement changé. J'ai toujours été cool avec tout le monde, et très proche de la famille, mais là, et tout d'un coup, tu deviens une éponge à histoire, quoi. Moi, j'ai pas fait de l'art-thérapie, les gars, je sais pas, j'ai juste peint. Et peut-être je vais y aller en art-thérapie, mais après, donc j'ai continué à faire, parce que ça m'a pris 3-4 ans avant d'accepter d'être une éponge. Et après, j'ai mince, il faut pas être une éponge, il faut être un filtre, en fait, tu sais. Parce qu'après, t'es là, tu prends tout. Et c'était un peu, c'est un voyage d'une vie, et là on est dans d'autres cycles, mais ça a changé, oui, le rapport, où tout d'un coup, et aussi, en revenant là, personnellement, j'ai redécouvert plein de gens de la famille, et les gens, juste, tu récoltes des histoires, en fait. Tout le monde me raconte des trucs incroyables, où je me dis, le frère qui est à droite, à gauche, finalement, je vais accepter ce rôle d'être là, et de pouvoir récolter des petites histoires, avoir une image en souvenir, pour que les prochaines générations se disent, c'est qui? Il y avait l'un qui peignait des portraits, c'était qui? Ou c'était quoi l'histoire? Donc en gros, c'est un témoignage où on est juste là pour un court instant, physiquement, mais que ce soit à travers, encore une fois, les différents médiums qu'on apporte. Et je pense que l'être humain est une obsession là-dessus, de laisser une petite trace, quoi. C'est ça, c'est à niveau de la famille, c'était un peu ça qui s'est passé, quoi. Et c'est ça qui se passe. Et puis au final, encore une fois, on est l'outil de l'outil. On vient tous de nos mamans, de la maman, de l'arrière-maman. Donc oui, forcément, quand une fois tu t'alignes avec cette énergie-là, il y a un truc qui se passe, et c'est le travail d'une vie, quoi. Donc on est là, on le fait, et puis quand ça va pas bien, on va méditer un coup, et on revient, et on le fait, et on parle aux amis, et on fait des podcasts. Et voilà. Alors du coup, moi, quand je suis partie de France, déjà ma mère, c'était pas possible, hein. Déjà, je suis une fille dans une famille asiatique, je suis la seule fille de la famille, du coup c'était très très compliqué. C'est-à-dire que c'était pas de la colère, c'était plus de la tristesse, parce que je casse quand même un noyau familial qui était très très solide, et moi je vais là, à l'autre bout de la terre. Mais ça a renforcé, puisque du coup la distance a fait que quand on se retrouve, faut en profiter. Il n'y a pas, voilà. Mais et ça m'a aussi ça m'a vraiment ouvert les yeux sur l'importance de la famille aussi, je pense. Je l'ai toujours eu, mais ça l'a vraiment renforcé, parce que je me suis dit, dès que... Moi, en plus, je suis très famille asiatique, c'est vraiment dans mes valeurs. Donc quand je rentre en France, je me dis, il faut que je profite avec mes parents. J'ai pas une seule seconde à perdre, parce que je sais qu'ils sont vieux et tout ça. Donc déjà, moi, d'être à l'autre bout de la terre, ça me stresse, parce que c'est mes parents. Bon, après, il y a mon frère qui est en France aussi. Mais tous ces liens-là, à 4, ça a vraiment solidifié le truc, quoi. On s'est créé un groupe sur Facebook en s'envoyant nos photos, là, voilà. Et c'est différent. Mais oui, effectivement, ça les a solidifiés, quoi. Ouais. Moi, oui, mon histoire qui a commencé en 2009 avec le Cambodge a profondément changé quelque chose du rapport que j'ai avec mes parents, et ça a été encore une fois progressif. Au départ, un peu similairement à ce que tu racontais, c'était beaucoup de déception, très, très clairement exprimée. Ça veut dire vraiment, un peu ce que j'ai raconté, ça veut dire on a tout fait pour que tu penses pas au Cambodge, que tu te sentes français, et que tu regardes pas en arrière pour eux dans leur tête, alors que pour moi j'allais de l'avant, puisque encore une fois je faisais pas des projections à 15 ans à l'époque, et donc du coup gros problème au moment où j'annonce que je veux partir là-bas pour ne serait-ce que 6 mois en plus à l'époque. Et après, et encore aujourd'hui, parfois mes parents ils me demandent, mais un peu comme tu disais tout à l'heure, Fonky, mais tu restes pour toujours, quand est-ce que tu reviens? Donc en fait c'est toujours ouvert. Mais après, ce qui s'est passé, c'est que entre 2009 et 2019, donc 10 ans, j'ai calculé, j'ai passé 50% de mon temps ici, et mes parents sont venus 2 fois seulement. Et alors que ma sœur, qui elle habite à Hong Kong, ils allaient la voir tous les ans. Donc je dis, c'est un truc bizarre, et qui passaient souvent leurs vacances en Thaïlande, tout près, quoi. Et je dis, bon, et on a des bonnes relations avec mes parents, donc je dis, pourquoi vous venez jamais? Et ils me disaient, on connaît, pas besoin.
Ce qui est quand même une réponse pas super satisfaisante. Mais en même temps, de ce rejet de départ ou de cette grande déception, quand j'ai commencé à faire des films ici, que je les ai montrés, qu'ils ont vu mes films, mais même le fait que je sois là, j'ai vu mon père commencer à s'intéresser aux nouvelles, juste aussi il s'inquiétait pour moi, donc il regardait les nouvelles, ils ont commencé à s'intéresser aux nouvelles venant du Cambodge, à la politique, à ce qui se passait dans la société, etc. Donc il y avait déjà une espèce de mini-connexion en ligne à distance qui se faisait. Et ce qui a tout changé pour moi, c'est d'avoir un enfant. J'ai eu un enfant il y a 2 ans. Et là, ils sont venus pendant 4 mois, évidemment, pour la première fois depuis, donc, toujours, depuis leur départ. Et maintenant, ils ont un appartement où ils passent 3 ou 4 mois par an au Cambodge. Donc, ça fait 2 ans seulement. Mais du coup, c'est assez intéressant parce que, du coup, là ils sont là en ce moment, je les vois tous les jours. Et je me dis, tiens, parfois je me prends du recul, je me dis, tiens, c'est marrant, si tu avais continué à vivre en France, je t'aurais jamais vu tes parents tous les jours, ça n'existe pas en France. Et je me rappelle même de ma mère qui disait un jour, mais alors ça n'a rien à voir, mais elle me disait un jour, le regret de se dire, mais c'est quand même bien les familles asiatiques où les parents restent tout le temps avec les enfants, etc. Et moi, donc adolescent, je disais, mais n'importe quoi, c'est l'horreur, mais qui veut ça? Et là, bon, ils n'habitent pas chez moi, mais quelque part, on se voit tous les jours. Et bon, maintenant j'ai 41 ans, donc avec le recul, je le vois vraiment comme une énorme chance de pouvoir retrouver cette relation-là. Et en plus d'avoir un enfant né au Cambodge, tout le symbole que ça peut porter, quoi. Et c'est la même chose aussi pour toi, Fonky, d'avoir une fille qui est née ici, tout le symbole que ça peut être pour les parents aussi, même si on n'en parle pas. C'est fort d'avoir quitté un pays et d'être revenu malgré la déception, mais maintenant d'avoir un enfant là. Et là, on peut en parler avec mes parents, alors qu'ils ne l'avoueraient pas avant de s'être pas réinstallé, mais en tout cas de passer du temps ici, de pouvoir être de retour ici, de parler leur langue, ce qui ne pouvait pas être possible en Thaïlande ou à Hong Kong. Ça a beau être l'Asie, c'est pas le Cambodge. Donc je les sens très heureux ici. Et ça, c'est sûr, quand on est là, on est ensemble, on passe du temps, on parle du passé. Comme on n'en parlait pas avant, ça crée une relation complètement différente. Et je me sens très très chanceux et de façon assez inattendue que de pouvoir avoir ce cadeau-là. Ouais. Je dirais un truc très court, mais je pense que la relation, elle change quand la relation à nous-mêmes change. Je pense que les retours, cette recherche de soi ou cette retrouvaille de soi ou ce travail qu'on entame change de toute façon les relations qu'on a. Et personnellement, je ne peux pas être dedans parce que j'étais toujours ici, mais les retours au Cambodge, gentiment, chaque année, où je partais, je revenais, me permet de comprendre, parce que les relations avec nos mamans cambodgiennes sont jamais plus simples. Enfin, je ne sais pas si je parle, voilà, même chose, mais en acceptant cette relation, en acceptant la relation que j'ai avec le Cambodge, avec ma propre culture, m'a permis de comprendre et d'accepter ma mère. Ce qui était très difficile à l'époque. Et je pense effectivement le retour sûrement doit changer. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question encore. Merci à vous, merci à toi pour la question et merci à vous tous et toutes d'être venus jusqu'ici à la FT Gallery. Merci encore à Fonky de nous avoir accueillis, à Sok Vissal. À Sok Vissal pour la coproduction avec la captation vidéo et on va continuer la soirée au B-Box qui est juste à 100 mètres et on va mettre le feu sur la piste avec le DJ set et une performance d'un artiste qui s'appelle 8GK du label Clap Your Hands de Sok Vissal. Donc on se retrouve au B-Box. Merci beaucoup. J'espère que vous avez aimé cet épisode hors série Back to the Roots au Cambodge. Encore merci à mes invités Adana Mamlegros, Tiffany Dosh, Fonky, Davy Chou, au public d'avoir été présent pour cette première à Phnom Penh, à la FT Gallery et B-Box de nous avoir accueillis et à Sok Vissal et la production 802 Films ainsi qu'à toute l'équipe technique vidéo. Merci à toutes et à tous pour vos partages, vos messages et votre soutien à Banh Mi et dans tous nos projets créatifs. N'oubliez pas de rejoindre l'association pour intégrer la Banh Mi Community et rejoindre notre forum sur Discord. À bientôt pour un nouvel épisode Banh Mi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ